Загалом в операції було використано 117 дронів і відповідна кількість операторів дронів працювала. Вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на аеродромах базування. Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo. Comme vous le savez probablement, dans la journée du 1er juin, les Ukrainiens ont mis en œuvre une opération toile d'araignée qui est, on peut le dire, une première dans l'histoire de la chose militaire. Cette opération, apparemment couronnée de succès, va forcément amener de nombreuses nations à devoir revoir un petit peu leur copie, car désormais, ils ne peuvent plus faire semblant dans les états-majors que toutes les bases ne sont pas susceptibles d'être attaquées du jour au lendemain par des tout petits drones amenés juste à côté de la base et philo-guidés afin d'assurer le fait qu'ils puissent passer même s'il y a du brouillage dans la zone. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de voir un petit peu cette fameuse opération toile d'araignée dont on ne connaît pas le BDA, le Battle Damage Assessment, le nombre d'avions qu'elle a réussi à détruire à l'instant T, même si on sait que c'est significatif, que les premières images satellites commencent à sortir et que c'est, on peut le dire, une grande victoire ukrainienne face à l'armée de l'air russe. Il faudra attendre quelques jours pour que tous les analystes fassent leur travail d'image satellite et qu'on puisse sortir de manière confirmée, de manière sourcée, le nombre exact d'avions détruits. Mais bien avant de rentrer dans le détail micro, d'un point de vue macro, cette attaque ne surprend pas de nombreux analystes, même si vous suivez cette chaîne depuis longtemps, ça fait des années, on a même écrit dans le cas de l'Ukraine, que la plupart des personnes qui ont une expérience aéronautique vous rappellent que le talon d'Achille d'un avion, c'est quand il est au sol et que c'est la responsabilité que la base, j'ai envie de vous dire, c'est de protéger la base. Et il suffit de regarder un petit peu Hollywood, regardez ces images de 2018, nuée de drones contre le président américain. Il suffit de jouer un petit peu aux jeux vidéo, regarder Code Advanced Warfare. Tout ça, c'est des scénarios qui sont connus, qui sont anticipés, mais que l'on n'avait pas encore vus, mis en exécution. Pourtant, ça ne sort pas de nulle part. Rappelez-vous, A-50 touchés en Biélorussie, de nombreuses attaques de drones sur de nombreuses bases russes. Mais là, pour la première fois, ce qui va changer, c'est le fait que cette opération qui a été construite d'après le président ukrainien sur plus de 18 mois va acheminer les drones au plus proche des bases afin de réduire le temps d'interception, de passer derrière la ligne Maginot, si vous voulez, de défense aérienne et d'avoir un effet militaire absolument énorme. Alors, si vous avez lu au-delà de l'Ukraine, si vous suivez un petit peu les actualités, vous comprenez peut-être un petit peu mieux pourquoi la Chine a acheté de nombreux terrains autour de nos sites sensibles en France. Pensez aux antennes de Renault, pensez également du côté de Toulouse. Mais ça, c'est un autre débat ou pas. Alors revenons un tout petit peu sur l'opération. L'objectif était de pouvoir frapper à minima 4, peut-être même 5 bases, que ce soit base aérienne ou une base navale. On attend le bidier, on attend le résultat, mais il semblerait qu'un sous-marin ait été touché du côté de Mourmansk. Pour ce faire, les Ukrainiens ont réussi à faire rentrer dans le territoire russe des drones, des explosifs. On réunit tout ça proche du Kazakhstan. Very nice. High five. Ont installé sous la toiture de petites maisonnettes des drones, ont fait envoyer ces drones sur des camions aux 4 coins du pays, le tout de manière synchronisée, et ont pu lancer ainsi le 1er juin l'opération toile d'araignée, ce concept de toile partout dans le pays, qui a vu l'attaque de la base de Onelaya, où la veille de l'attaque, on sait qu'il y avait 11 TU-95MS, 439-12, 40 TU-22M3, et qui avait déjà été touché en juillet 2024. La base de Belaya, où là on sait qu'il y avait 7 TU-160, 6 TU-95, 2 Ilyushin 78M, 6 Antonov 26, 2 Antonov 12,
39 Tu-22M3 et 30 MiG-31. C'est une base qui a été créée en 1946. Vous avez 4000 mètres de piste. Et attention, vous êtes à 4300 km de l'Ukraine. L'objectif de cette base, c'est un petit peu la base de projection face à la Chine. Vous êtes à côté de la Mongolie. La base d'Ivanovo, créée en 1935, qui avait reçu le tout premier Il-76 en 1974, a également été touchée. Là, c'est là que vous allez retrouver les écoles de formation pour les équipages d'A-50, mais de l'A-50 et de l'A-50U, qui ont déjà eu de l'attrition lors de cette guerre, au sol ou en vol. Également la base de Diaghilevo, qui avait été touchée par des drones en décembre 2022. À l'époque, c'était un Tu-141 qui avait été touché. Sans oublier, on en le disait juste avant, Mourmansk, on a vu des colonnes de fumée. Il faut savoir que là, ils ont des SNLE, ils ont des Yasser-M, ils ont des sous-marins, dont des sous-marins lanceurs d'engins, donc ça fait partie de leur force navale stratégique. D'un point de vue des déclarations officielles ukrainiennes, ils annoncent avoir touché 41 avions au moment où je tourne, de l'A-50, du Tu-95, du Tu-22M3. Ils fournissent des images. Donc on voit que les Ukrainiens maîtrisent beaucoup plus la transformation d'une action militaire en action de communication que par exemple les Indiens. Là vous voyez des images qui sont de Belaya, on est comme on disait à plus de 4000 km de l'Ukraine. Donc la portée en termes de communication est absolument énorme. Et ce que l'on apprend également de sources ukrainiennes, c'est qu'il y aurait eu 150 drones prévus et que 116 ont réussi à partir et que derrière on voit au niveau des images, les camions, les caissons d'où partaient les drones s'autodétruisaient. Alors certains parlent de drones philo-guidés, ce qui permet d'éviter d'être brouillés, et également de l'utilisation du réseau téléphonique russe pour pouvoir les contrôler à distance. Donc avec le temps, on en apprendra plus sur les détails micros de cette opération, mais s'il y a une chose qui nous intéresse chez Débrief, vous le savez, c'est d'en tirer à chaque fois les leçons pour la défense française, pour les défenses occidentales, et là, clairement, comme on disait en introduction, on ne peut plus se cacher. Alors, se cacher de quoi? Certains narratifs russes ont déjà repris la comparaison entre Pearl Harbor et ce qui s'est passé le 1er juin. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est de se rendre compte qu'en fait, Pearl Harbor, ça a été une attaque avant vraiment la déclaration de guerre, et ensuite derrière, que ça a un petit peu mis en branle la machine américaine qui a fini par, je vous rappelle, mettre de la bombe nucléaire sur le Japon qui les avait attaqués à Pearl Harbor. Je pense qu'il faut se méfier des comparaisons historiques, et si vous souhaitez à tout prix une comparaison historique, on va faire beaucoup plus franco-français, ou plutôt franco-britannique. Parce que ça fait surtout penser au raid des SAS avec les forces françaises libres du 26 juillet 1942 en Égypte. Sous les ordres du Major Sterling, 37 avions allemands avaient été détruits ou abîmés. Et c'est là où la France a perdu son premier officier parachutiste, l'aspirant André Zirneld, 29 ans, auteur, accrochez-vous bien, de la fameuse prière du para. Ce compagnon de la libération en était à sa 4e mission. Sa première mission, il l'avait faite avec 4 hommes contre la base de Berka 3, c'était en juin 42, ils avaient détruit 6 avions. Et là, pour cette 4e mission, ils s'attaquaient à Sidi Onesh. Ils y sont allés avec 18 jeeps, 2 SAS ont été tués pendant l'opération, ils ont mitraillé une petite quarantaine d'avions au sol. Et lors du retour, la jeep de notre aspirant français a crevé. Donc un autre aspirant français également est venu l'aider. François Martin les a secourus, ils sont repartis, ils ont crevé une deuxième fois, le jour s'est levé et là une patrouille de 4 Junker 87, les fameux Stuka, elle les a détectés et lors de la deuxième passe, notre officier français a été touché à l'épaule et à l'abdomen et est mort quelques heures plus tard de ses blessures. Avant de mourir, il avait remis son carnet à François Martin et sur ce carnet, il y avait la fameuse prière du para. Alors si vous avez servi dans les troupes parachutistes ou vous avez été formé au camp Aspirant Zirneld qui est au nord de Pau, cette vidéo vous rappellera un concept que les Ukrainiens viennent de rappeler à la terre entière, qui ose, gagne, who dares win, la fameuse devise des SAS britanniques. Rappelez-vous, on a beaucoup entendu parler d'incursions de drones autour des bases américaines et au-dessus des bases américaines. Ce que les généraux américains nous apprennent devant les représentants politiques américains, c'est qu'en 2024, il y a eu 350 détections au-dessus de 100 installations militaires différentes, dont la base de Wright-Patterson, l'arsenal de Picatinny et surtout l'embase de l'Anglais en 2023. À l'heure actuelle, l'arsenal juridique américain ne permet pas forcément d'ouvrir le feu contre ces drones. Il y a donc une volonté américaine de faire évoluer la législation. Et en 2024, soit 2 ans après le début de la guerre en Ukraine, le commandement du transport américain a fait une demande, un appel d'offres si vous voulez, pour pouvoir protéger ces C-17, ces C-130, ces VC-25,
Pourquoi? Eh bien parce que regardez, le 8 juin 2024, rappelez-vous, des Sukhoi 57 avaient été détruits au sol. Moi je vais pas vous cacher, pendant ma période d'actif, j'ai jamais vraiment compris pourquoi on alignait nos avions comme ça. Alors ça facilite la maintenance, regardez ces photos, c'est sympa. Mais les Américains, même avec le B2 à Diego Garcia, sortent leurs avions, les montrent aux satellites du monde entier et surtout les rendent extrêmement vulnérables à une attaque saturante de drones. J'insiste sur le saturant, car vous pouvez avoir des défenses avec les Protect sur base, mais ils pourront peut-être faire face à 2, 5, 6 drones. Si vous arrivez avec 50 drones philo-guidés, ça va être compliqué de les arrêter tous. Et on va pas se mentir, quand on voit un alignement de B2 comme à Diego Garcia, visible de tous les satellites, on peut clairement se dire que c'est qu'une question de jours avant que des drones, pourquoi pas lancés depuis un sous-marin, viennent nous faire un remake de ce film hollywoodien de 2018. Et c'est là où il faut s'inspirer d'autres nations qui, par exemple, on parlait de la Seconde Guerre mondiale, enterraient les avions, les cachaient dans la montagne, les cachaient sous le sol, ou en tout cas, mettaient en place des systèmes, des shelters qui protègent, des abris, qui protègent les avions au sol. Et s'il y a bien une chose que l'on peut voir sur cette attaque, c'est que les Russes n'ont sûrement jamais entendu parler du prix Nobel de physique 91, Pierre-Gilles de Gennes, disait « Progresser, c'est changer d'erreur. » Toute nation qui continuera à mettre ses aéronefs dehors de cette manière-là prend le risque de se faire punir et de perdre une grande partie de sa flotte de manière quasi instantanée face à un adversaire qui sera inventif et qui aura pris le temps de bien planifier. Vous pouvez avoir du SCAF, du F-35, du Rafale, du Sukhoi ou du Tupolev. Si vos avions ne sont pas parfaitement défendus au sol et la posture défensive est extrêmement consommatrice en ressources, alors vous prenez le risque de ne jamais pouvoir utiliser vos avions de combat. Rappelez-vous l'attaque contre Fort Bastion avec les Harriers détruits par les talibans au sol. On a tout un chapitre sur le sujet dans Au-delà de l'Ukraine. Cette opération militaire vient poser deux gros problèmes dans tous les états-majors occidentaux et notamment dans les pays dotés dont nous faisons partie. Le premier problème est à quel point sommes-nous confiants que nos bases sont parfaitement défendues contre ce type de menace. Il y a probablement du travail. Regardez du côté des Américains, 350 incursions. Et, petite surprise en plus, du 23 au 24 février 2015, juste devant la base de Landivisio, des personnes non identifiées avaient déposé plusieurs tonnes de gravats. Le matin, en embauchant une personne avec sa voiture, s'était même pris ses gravats dans le virage et avait abîmé sa voiture. Quelques mois avant, en octobre dernier, il y avait une opération escargot et un blocage de la base de personnes qui se plaignaient des nuisances sonores contre le Rafale. Personnellement, à cette époque-là, moi, ce que je redoutais quand on alignait nos avions, c'est qu'un jour, quelqu'un avec un tracteur décide de faire un tout droit, traverse la clôture et se fasse toute notre rangée d'avions. Vous voyez, en 2015, on avait peur des tracteurs. En 2025, on a peur des drones. La solution reste la même, mieux protéger nos avions au sol. Et la deuxième leçon, pour les pays dotés, c'est qu'en est-il du seuil? Ce fameux seuil qui va vous amener à déclencher le feu nucléaire. Pourquoi? Parce que si demain, la base de Saint-Dizier, la base d'Avord et la base de Mont-de-Marsan sont attaquées par des nuées de drones qui viennent détruire nos avions de chasse au sol alors qu'ils se préparaient à partir en mission d'exercice, quelle serait la réponse possible de la France si c'est revendiqué, voire ce n'est pas revendiqué? Et instantanément, vous pouvez perdre, peut-être comme les Russes, 20, 30, 40% de votre flotte qui normalement a une vocation stratégique. Et là où nous étions dans un monde avant assez simple, où seulement un État pouvait réaliser ce genre de mission et avoir les moyens nécessaires pour vous affliger ce taux de perte, nous sommes en train de rentrer, et j'ai même envie de vous dire, nous sommes peut-être déjà rentrés dans un monde où ce type d'opération va être accessible à des acteurs étatiques non dotés, avec une puissance militaire qui n'a rien à voir avec un pays comme la France par exemple, ou alors à du non étatique. Et ce qui est magnifique en tant que Français avec cette opération du 1er juin, c'est que dorénavant, le problème va devoir être adressé et des solutions proposées et mises en place pour éviter, pour le coup, un Pearl Harbor contre une puissance occidentale. Comme vous le savez sur cette chaîne, on dit souvent « Es-tu prêt à vivre avec les conséquences de ton manque de préparation ?» L'armée de l'air russe vient de nous montrer qu'effectivement, progresser, c'est changer d'erreur, et que quand vous refaites les mêmes erreurs plusieurs fois, ça répond à la question. A très vite sur la chaîne, pourquoi pas en conférence dans votre entreprise ou sur le bassin d'Arcachon pour voler ensemble. Fly safe.